amis, bienvenue à cette nouvelle émission. On est déjà au-delà de la 40e émission de formation. J'espère que vous allez la partager, surtout si vous jugez que nos débats vont être utiles. C'est ça. Aujourd'hui, nous parlons, j'allais dire, de l'avenir. On en a souvent parlé, bien sûr, mais là, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que nous sommes enfin, si j'ose dire, à moitié sortis, aux trois quarts sortis de ce qu'on appelle la pandémie, la crise sanitaire. Alors, il y a des gens qui veulent que tout redevienne comme avant, hein? Ça ira mieux demain, comme on dit, comme si c'était automatique. Et puis d'autres qui disent, mais non, au contraire, ça a révélé un certain nombre de problèmes urgents dans les solutions qu'il faut promouvoir pour résoudre ces difficultés. Alors, j'ai pensé qu'il serait utile de nous éclairer mutuellement là-dessus. Et à qui ai-je pensé pour ça? À Gérald Larose, figurez-vous. Oui, il vit toujours, il existe encore. Ça fait longtemps qu'il a quitté la présidence de la CSN et qu'avec quelques-uns, nous avons imaginé un hold-up et nous l'avons récupéré comme professeur associé à l'UQAM. Alors, il tient beaucoup au terme d'associé parce que figurez-vous que ce n'est pas juste un problème de vocabulaire, ça permet de respecter le contingent professoral, donc de ne pas gêner la revendication permanente du syndicat des professeurs. Bonjour Gérald, ça me fait plaisir de te retrouver. On va se tutoyer quand même, hein, c'est pas un problème. Alors je disais, on sort enfin de la pandémie, on n'est d'ailleurs pas très sûr d'en sortir, parce que peut-être qu'il va y en avoir une autre, peut-être que c'est un abonnement et une série qui commence, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité. Mais en tout cas, je t'ai demandé ta collaboration parce que je pense que tu as d'abord écrit un texte dans Le Devoir, à la demande du journal Le Devoir, sur les mutations d'après la pandémie. Alors, qui a raison? Est-ce qu'on doit rétablir le système d'avant? Parce qu'après tout, on est dans le troisième pays le plus riche du monde, alors tout va très bien. À part quelques petits détails, à part 20% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, particulièrement chez les aînés, etc., etc. Mais finalement, c'est pas mal. Ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut sauter sur cette occasion apparemment négative, mais en fait, peut-être positif pour éclairer un nouvel avenir face à la crise sanitaire, face à la crise climatique, écologique, etc. Qui a raison dans ce débat? Il y a beaucoup, je dirais, d'illusions dans toutes les approches à l'heure actuelle. Pour être simple, je compare la situation au pont Champlain. Ah oui. On a mis 300 millions par année pour le tenir debout. Hein? Oui. On a déjà financé un pont qu'on n'avait pas construit. Et puis finalement, là, sur le point de s'écrouler, on a dit, hop, là, il faudrait en construire un autre. Eh bien, je dirais que la pandémie nous amène à réfléchir un peu de la même façon. Okay. Est-ce que ce vieux modèle de production, consommation, gaspillage, accumulation, et puis croissance des inégalités et taxage de la planète, parce que il faut se rendre compte que y a un grave problème écologique qui, à mon avis, est même, sinon à l'origine, l'élément accélérateur de l'actuelle pandémie. Est-ce qu'on veut maintenir ce système ou bien profiter de la cassure, profiter de la fêlure que la pandémie a produite pour véritablement, alors là, être sur l'avenir, c'est-à-dire, surtout que, disons, on a mis de l'argent là, on a mis des centaines de milliards de dollars, d'abord pour pallier au plus grave, mais là, je dirais qu'on est rendu à la situation où est-ce qu'on veut refaire des ponts pour revenir à l'ancien, ou bien faire des passerelles pour véritablement construire l'avenir. Personnellement, je suis plutôt
de ce côté-là, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, les forces en présence, je ne suis pas sûr qu'ils vont nous faire basculer du côté de l'avenir. Je donne un seul exemple. L'énergie. Alors, puis surtout au Canada, disons, on est dans une contradiction profonde là. On a une partie du pays qui a envie du pétrole et une autre partie, la nôtre en particulier, qui est plutôt dans l'énergie de l'avenir. Si on ne règle pas un plan d'action nous amenant à faire une transition écologique qui pave l'avenir, eh bien, on va couler nos milliards de dollars dans un vieux machin qui va nuire à l'intérêt général, qui va nuire à tout le monde. Personnellement, je milite, et puis il y a bien des gens qui sont sur le terrain pour qu'on profite de la pandémie pour accélérer. Autrement dit, il faut acheter l'avenir et non pas se payer le passé. C'est exactement le dilemme dans lequel on se trouve. OK. Autrement dit, la dette, j'ai regardé les chiffres récemment, là, ça atteint à peu près, en tenant compte des déficits déjà accumulés, ne serait-ce qu'au niveau fédéral, ça atteint des sommets impressionnants dans les 400 milliards de dollars. Aux États-Unis, on compte ça par milliers. Par milliers de milliards. Bon, on pense au plan de Biden, bien sûr. Juste une question de détail, on a le temps là aujourd'hui. Hein. Une question de détail importante. Ça n'est pas seulement les dominés ou les opprimés ou les dirigés qui souhaiteraient dans leur majorité un changement. On les comprend d'ailleurs. Mais c'est aussi une partie de la classe dirigeante qui a envie de construire un nouveau pont Champlain, qui a envie des nouvelles énergies parce que peut-être même pense-t-il que ça va être plus rentable encore pour eux. Oui, puis pour moi, c'est pas une contradiction. C'est-à-dire que si les décideurs actuels au plan économique se mettent à réfléchir pour paver l'avenir, ben moi, je trouve qu'ils sont plutôt du bon bord de l'histoire. Oui. Ma crainte, c'est qu'il n'y en ait pas tant que ça. Dans la période de crise, oui, on en entend parler de quelques-uns qui disent on serait mieux d'investir pour que l'avenir soit garanti. Je veux préciser que, parce qu'on parlait au tout début de la décroissance, eh bien, personnellement, je ne suis pas un adepte de la décroissance. Je suis un adepte d'une autre croissance. Okay. C'est-à-dire, quand on investit dans l'écologie, dans l'environnement, dans la transition énergétique, quand on investit dans la transformation des services publics, il y a là-dedans plus d'emplois intéressants, des emplois qui font que les gens participent à la réalisation d'un projet de société. C'est plus intéressant quotidiennement, ça, d'être partie prenante de la réalisation positive d'un projet que de subir une aberration qui, de toute manière, nous amène dans un mur. Alors, il y a du positif, je dirais, et s'il y a des décideurs actuels qui pensent que, y compris leur propre intérêt pourrait être servi par ça, ben, je dis, allons-y. En fait, la véritable perspective social-démocrate, parce que moi je suis un social-démocrate, c'est que le mouvement social porte un projet relayé par les instances publiques, par les gouvernements, par l'État, et quand il y a, je dirais, les entreprises privées qui, voyant la force du mouvement social et l'élan des gouvernements ou de la gouvernance qui va dans le même sens, ils vont s'organiser pour faire partie de la parade. Alors, moi, je pense qu'ils vont suivre. Alors, Gérald, en t'écoutant et pour éclairer ceux et celles qui nous écoutent, tu dis toi-même que, bon, il faut contrôler la croissance plutôt que arrêter la croissance ou la faire même régresser. Il y a même
un philosophe français, je pense Luc Ferry, qui dit ah ben faut pas penser à arriver à l'âge de pierre de nouveau, ça serait catastrophique. Mais est-ce que le capitalisme vit-il ces dernières années, ces derniers soubresauts? C'est-à-dire le capitalisme tel qu'il existe, oui. Bon. Parce que c'est un capitalisme qui est prédateur, Oui. d'abord des ressources, prédateur des hommes et des femmes, prédateur des outils collectifs que nous nous donnons. C'est un exploiteur, le capitalisme actuel, et il agresse même la vie, y compris la vie végétale. Il met en péril la planète, la diversité, il met en péril la nature. Donc, ce capitalisme doit disparaître. Est-ce que ça veut dire que l'entrepreneuriat privé doit disparaître? Non. L'entrepreneuriat privé peut coexister avec l'entrepreneuriat public, avec l'entrepreneuriat communautaire. Moi, je crois à l'économie plurielle. Mais dans je dirais, la coexistence ou la cohabitation de cette économie publique, privée, sociale, les rôles doivent être pondérés d'une manière différente. Ça ne doit pas être l'entrepreneuriat privé qui prenne les grandes décisions économiques. Ça doit être l'entrepreneuriat public. C'est-à-dire, l'État doit jouer un rôle, j'allais dire, déterminant dans l'orientation globale, en laissant les acteurs privés, communautaires, sociaux, je dirais, s'animer au plan de la production, de la consommation et de la distribution, de telle sorte que c'est dans un équilibre, j'allais dire, déterminé par la gouvernance collective. C'est dans cet équilibre que les choses doivent évoluer. Alors, on est dans un autre régime, c'est évident. C'est-à-dire que ce n'est plus les grands capitalistes qui prennent les grandes décisions à leur propre profit. Et puis, si on veut se donner je dirais, une image très, très actuelle, au moment où Air Canada reçoit 5 milliards 700 millions de nos fonds, les dirigeants s'apprêtaient à se donner 20 millions de bonus. Alors, finalement, l'État a dit, wow, là, ça suffit, là, vous ne pouvez pas prendre de beurre à poignée comme ça. Alors, ils se sont amendés dans les 24 dernières heures. Alors, le rôle de l'État est déterminant. Et je dirais, s'il y a un enseignement qu'on a de la pandémie, c'est que devant le danger imminent, curieusement, c'est l'État qui a pris la pôle sur l'ensemble de la gestion. Et même, les entreprises privées ont démarché l'État en parfaite contradiction avec leur idéologie pour que l'État vienne à leur secours. Autrement dit, la pandémie fait la preuve qu'on peut gouverner différemment en atteignant l'intérêt général et non pas être à la remorque du capitalisme privé. OK, mais ça demande, dernière question pour cette première partie, on fera 2 émissions. Ce nouveau contrat social que tu appelles de tes voeux, ça nécessite une mobilisation citoyenne, une éducation citoyenne. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que la citoyenneté est prête à signer un nouveau contrat puis à l'imposer aux puissants de ce monde? Cette semaine, les 6 principales banques canadiennes ont doublé dans le dernier trimestre, ont doublé leurs profits et 12 milliards de dollars. Hein? Ça va pousser probablement les dirigeants de ces banques à s'accorder des bonus impressionnants parce que eux ont fait de l'argent. C'est pas comme Air Canada, ils n'ont pas leurs avions au sol. Oui. Alors, en fait, tu poses 2 questions. La première, c'est effectivement, est-ce que le mouvement social est au rendez-vous pour imposer une nouvelle direction? Je dirais que le mouvement social
n'a pas une unité suffisante pour imposer actuellement sa volonté. Par contre, sur le terrain, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de mobilisation, et je pense que au plan de la conscience collective, les choses bougent et il y a un certain sentiment d'urgence qui apparaît. Celui de la pandémie, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui partagent une inquiétude quant à l'avenir de la planète, quant à l'avenir des sociétés. Et la pandémie, ce qu'elle nous a enseigné, c'est que plusieurs maintenant sont inquiets, par exemple, qu'on soit dépendant au plan de l'agroalimentaire, qu'on soit dépendant au plan pharmaceutique, qu'on soit finalement sur les principaux leviers de la vie tout court, on contrôle de moins en moins nos choses, et donc il y a un retour à ce qu'on produise au plan local, qu'on achète au plan local, qu'on contrôle davantage ce qui sort puis ce qui rentre sur notre territoire. Donc, moi, je pense que la pandémie est un accélérateur, mais il nous reste beaucoup de chemin à faire pour que le projet de transition écologique, d'autosuffisance alimentaire, je dirais, de territorialisation de notre destinée soit partagé très largement. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Alors, merci pour cette première partie, Gérald, et puis rendez-vous à la semaine prochaine, évidemment, parce qu'on va peut-être plonger dans le détail de la crise sanitaire et de la réforme du monde de la santé. Merci et à très bientôt.